Bonjour à tous, je suis Gilles Béraud, président du Comité 21, le Comité français pour le développement durable. Bienvenue au Conseil économique, social et environnemental. Et nous allons parler aujourd'hui d'écomobilité sur ce plateau d'acteurs publics dans le cadre des rencontres des acteurs publics du CESE. Écomobilité, transport, mobilité, nous allons définir un peu les choses et ensuite parler un peu de prospective. On a la chance aujourd'hui d'avoir 4 experts engagés. Barbara Pompili, qui est députée de la Somme, députée Europe Écologie Les Verts, un autre écologiste, du même engagement politique, Pierre Cerne, qui est vice-président de la région Île-de-France, justement en charge des questions de transport. Il nous dira s'il préfère utiliser les mots transport et mobilité, quel lien aussi il peut faire entre les questions de transport de marchandises, de logistique et de personnes. Un spécialiste de tous ces transports-là, mais sur au départ, un moyen de transport réputé comme étant particulièrement sobre en carbone. On pourrait parler de l'impact réel du TGV, mais on pourrait parler aussi de qu'est-ce qu'on va faire maintenant du train et jusqu'où la SNCF devient un réel acteur de la mobilité durable. Jean-Louis Jourdan a été aussi directeur régional. Vous êtes intéressé à la DRH, vous êtes intéressé au service de proximité, je crois aussi, dans ce groupe. Beaucoup de choses sont à faire, beaucoup de choses sont en cours. Et ensuite, Fabien Serré-Darian, vous êtes senior manager chez Mazars, vous êtes aussi dans un monde universitaire de recherche, économiste, je crois, au départ. Aujourd'hui, dans une vision très très large de l'accompagnement du conseil. On connaît Mazars étant comptable, commissaire aux comptes, mais c'est un peu plus que ça, ou un peu autre chose que vous portez. En tout cas, vous vous intéressez fortement aux questions de mobilité. Tout de suite, peut-être une définition de l'écomobilité. Barbara. Oui, l'écomobilité, c'est simplement percevoir la mobilité des biens et des personnes en prenant en compte les enjeux d'aujourd'hui et de demain, que ce soit en termes de coût de l'énergie, mais aussi en termes évidemment de réchauffement climatique. Donc prendre en compte ces éléments-là pour réfléchir à la mobilité, sachant aussi que ça doit prendre en compte bien au-delà des éléments de transport, des éléments d'urbanisme, et puis quelle qualité de vie nous voulons avoir. Tout de suite, alors, Île-de-France, le Grand Paris, où on en est, est-ce que réellement on va pouvoir se débarrasser totalement de la voiture? On sait qu'en centre-ville, on est face à une situation très intéressante. Moi, je suis très très surpris parce que moi, quand j'ai eu 18 ans, le rêve, c'était d'avoir le permis, une voiture, c'était l'acquisition de la liberté. Aujourd'hui, on recrute dans nos organisations des jeunes adultes qui disent « Non, je n'ai pas le permis, ça ne m'intéresse pas, je vais choisir mon ordinateur. » Donc, où vous en êtes des infrastructures, mais est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce que les comobilités, on n'y est pas encore? L'écomobilité, on n'y est jamais complètement. En tout cas, elle va mettre un certain temps à venir. Sans aller directement sur le Grand Paris, je pense qu'il y a une vraie question quand on parle d'infrastructure, justement à regarder de plus en plus précisément si pour le même million ou milliard d'euros, parce que c'est souvent milliards qu'on compte chez nous, c'est le même milliard d'euros investi, si on l'investit sur quel type d'infrastructure et est-ce que cette infrastructure sera la plus efficace et la plus pour le coup durable ou écologique en réalité. Et de fait, c'était pas forcément des questions qui se posaient. Il y avait parfois, on voulait un gros métro ou un gros tronçon d'autoroute. À la rigueur, on ne se posait pas tellement la question d'à combien de personnes ça servirait. Aujourd'hui, et je pense que les nouvelles démarches d'éco-mobilité, le rapport Duron sur la mobilité durable, sont des choses qui montrent que maintenant, on passe au crible. Alors, en plus, dans une période de disette budgétaire que tout le monde connaît, on passe de plus en plus au crible de la durabilité, les investissements qu'on fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sur le Grand Paris, justement, on a un peu ramené l'équilibre sur aussi la remise à niveau des infrastructures existantes, parce que parfois, optimiser une infrastructure qui existe coûte 10 fois moins cher que d'en créer une nouvelle et va rendre des services plus importants et plus durables à plus d'usagers. Et c'est beaucoup dans cette démarche qu'on est en Île-de-France, d'essayer d'optimiser les infrastructures existantes, d'en créer des nouvelles, mais justement en pensant à la connexion avec le réseau existant. Alors, à la SNCF, comment on fait ce lien? Parce que on connaît la SNCF sur le record de vitesse, mais la SNCF, c'est aussi une mobilité extrêmement quotidienne. Vous êtes forcément limité en choix d'investissement. Comment on construit de la mobilité durable à tous les niveaux, y compris évidemment sur de la logistique, parce que vous avez aussi des camions. On sait que le train ne répond pas à tout. Je dirais pour faire écho à M. Pierre Cerne, il ne faut pas oublier que la SNCF, c'est 90% de voyageurs de la vie quotidienne
et que c'est d'abord ces gens-là qu'il faut évidemment servir avant toute fuite en avant sur des infrastructures extrêmement coûteuses que les finances publiques n'ont plus les moyens d'assumer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je reviens simplement à la définition des comobilités, ça renvoie aussi évidemment au débat public en ce moment sur la transition énergétique, c'est-à-dire il n'y a écomobilité que si elle minimise en tout cas la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord le critère numéro 1. Et puis le mot mobilité lui-même place le débat du côté de la demande et pas seulement du côté de l'offre, parce que pendant trop longtemps peut-être, on s'est placé du côté de l'offre. Et cette mobilité, elle est indissociable de la demande des territoires et des spécificités des territoires. Donc ça a des conséquences extrêmement pratiques sur la diversification de l'offre, sur son adaptation au territoire, et puis sur finalement l'efficacité à la fois du point de vue énergétique et du point de vue économique pour ceux qui la financent. Ce côté, peut-être Barbara, on est sur du gagnant-gagnant-gagnant, enfin sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan social. Est-ce que cette vision est partagée? Parce qu'on a un peu l'impression que le Grenelle a à peu près réussi dans le bâtiment. On sait ce qu'on ne fait pas, mais on sait ce qu'il faudrait faire et on sait ce qu'il faudrait financer, même si on ne sait pas le financer. La vision de la mobilité me semble infiniment plus complexe et vos collègues de l'Assemblée nationale ne semblent pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Oui, c'est vrai. On l'a vu à l'occasion justement des travaux sur le rapport Duron. On doit sortir d'une mentalité qui a prévalu pendant très longtemps, qui avait une vision assez réductrice de la mobilité, puisqu'elle était essentiellement centrée sur la voiture pour les personnes et sur le transport routier, le transport par camion pour les marchandises. Et on sent aussi qu'on doit faire face à des élus qui ont aussi un aspect élu local et qui ont besoin de montrer qu'ils vont faire une grande infrastructure pour laisser un petit peu leurs traces. Et ça a encore des conséquences dans ce qu'on a vu là sur le rapport Duron. Donc il faut sortir du côté un peu grandiloquent, on veut faire des TGV partout, on veut faire des grosses infrastructures routières, des autoroutes partout. Et je pense que là, l'option qui a été retenue par le gouvernement de se tourner vers le transport quotidien, d'essayer de revenir sur des années et des années de sous-investissement. On l'a vu en Île-de-France, et pas seulement en Île-de-France. Moi, à Amiens, la ligne Paris-Amiens est une ligne qui a de gros problèmes parce qu'on n'a pas investi dans les infrastructures, on n'a pas investi dans les machines, donc on a un retard et un vieillissement des infrastructures qui font que ça pèse lourdement sur le confort et donc sur l'attractivité de ces transports, mais aussi sur le transport de marchandises qui a été trop délaissé parce que justement maintenant les entreprises nous disent écoutez, le fret ferroviaire c'est bien gentil, mais c'est pour l'instant trop peu performant. Merci. Fabien, comment vous voyez ces questions d'investissement? Et évidemment, une question qu'on se pose ici, parce qu'on a un point de vue politique, État, collectivité, d'une grande entreprise publique de transport, et le privé, et qui finance comment? Est-ce que vous avez une vision un peu originale? Parce que maintenant, on a besoin d'accélérer. Alors merci, je vais essayer en fait de répondre humblement. Vous avez 90 secondes. Voilà, exactement. Non, mais je pense que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la mobilité durable, c'est à la fois considérer le transport de personnes et de marchandises. Et cette perception-là, elle est nouvelle, et il y a des enjeux très très forts, qui posent des problèmes de lien entre le politique et le monde économique. Il y a un espace public, comment on l'organise, quelles sont les emprises foncières, comment on décide. Donc il y a, je dirais, une complexité à appréhender et effectivement à innover, puisque ce qu'on constate, ce qui est aussi passionnant à la fois pour les politiques, mais aussi pour les citoyens que nous sommes globalement, c'est qu'on n'a pas de modèle dominant aujourd'hui. Donc on a pu mener dans le champ académique des études pour comprendre le phénomène d'urbanisation, les problématiques que ça pose sur le plan des externalités négatives et sur le plan des déplacements et des attentes. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle dominant, donc il y a tout à inventer, il faut expérimenter. Et je pense que c'est très stimulant sur le plan politique, mais effectivement, il faut le financer aussi. Pour expérimenter? Alors, du coup, on a une montée en compétences générale, à la fois du côté des collectivités, des organismes publics, et aussi des opérateurs de transport. Je rencontre beaucoup d'opérateurs de transport qui me disent, sur la logistique urbaine, je vais être un acteur, quand je vais voir une collectivité, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on ne sait pas faire. Donc, il y a une complexité forte qui est lié à la multiplicité des parties prenantes, à l'abondance des personnes qu'il faut mettre d'accord. On a une complexité sur le sens. Est-ce qu'on va s'accorder sur ce qu'on a envie de faire?
On a des problèmes de temporalité, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Les opérateurs de transport, c'est tout de suite maintenant. Et on a aussi une complexité procédurale. On a la chance en France d'avoir un cadre qui organise finalement l'aménagement public, ce qui est très bien, mais qui finalement n'est pas forcément complètement adapté à ce défi-là. Donc on a inventé aussi un nouveau cadre, à la fois réglementaire et de gouvernance, pour pouvoir dérouler, démontrer et être ambitieux sur ces questions-là et aller plus vite. Parce qu'on a déjà évidemment sur la région Île-de-France, mais ailleurs, des infrastructures, des grands projets, mais il faut aller vite. Et les mobilités alternatives aussi permettent finalement d'avoir des résultats très concrets. Alors, comment l'Île-de-France peut accélérer tout ça? Alors, c'est vrai qu'on est quasiment en campagne électorale, donc c'est des moments de transition compliqués. Donc, c'est vrai que c'est difficile. La mobilité, c'est des grands chantiers, et c'est des chantiers qui sont vécus parfois comme des nuisances. Maintenant, comment on s'inscrit dans le temps? Parce que c'est vraiment ce critère, je trouve, multi-acteurs et temps, qui fait que c'est parfois compliqué. On n'a pas le temps. Alors, il y a plusieurs niveaux sur le temps, parce que moi j'étais frappé par, on a parlé grande vitesse et quotidien, et on se rend compte sur certains projets que pour gagner un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure sur la liaison avec une ville assez distante, on va construire une nouvelle ligne à grande vitesse, alors que l'endroit où on perd réellement le temps, c'est dans tout le fouillis du périurbain. Et par exemple, sur la Normandie, pour gagner 20 minutes pour aller à Caen, on était prêt à faire une nouvelle ligne, alors qu'on perd entre un quart d'heure et 20 minutes dans le Mantois, juste à cause de l'encombrement des voies, du mélange RER trains normaux. Et en fait, il y a des moyens d'optimisation beaucoup plus rapides que la construction d'une ligne, et qui vont faire gagner pratiquement le même temps, juste en optimisant, en remettant de l'investissement sur de la maintenance, du partage de voies, etc. Et donc la question, c'est que les gens sont très exigeants, ils ont raison. Et quand on leur promet une amélioration pour dans 15 ans, ce qui est souvent le cas à l'échelle du temps pour construire des nouvelles infrastructures de transport, ça passe pas. Et donc pour qu'on soit capable de créer malgré tout le réseau du futur, de la ville post-carbone, etc., il faut aussi qu'on soit capable dans le même temps de trouver un équilibre avec les améliorations du quotidien. C'est ça qui est très très compliqué, notamment en Île-de-France, parce qu'on est obligé de prouver qu'on est capable aussi d'améliorer dans les 6 mois ou les 18 mois qui viennent pour pouvoir faire accepter aux gens non seulement le temps d'attente, mais aussi les travaux et tout ce qui tourne autour de l'acceptabilité d'une nouvelle infrastructure. Ça, c'est très très compliqué. Et puis il y a le fait que les temporalités des élus, vous avez parlé des élections, ne sont pas forcément les mêmes que celles des opérateurs. Et ça, c'est très compliqué à gérer, effectivement, parce qu'il y a une course à la vitesse de je veux mon infrastructure le plus vite possible pour l'inaugurer avant d'avoir fini mon mandat, qui font parfois faire des choix qui ne sont pas les bons. Voilà. Et donc, moi, je suis un peu connu en Île-de-France pour résister à ça et pas me faire que des amis, mais à aller dans les choix qui sont les plus efficaces à moyen terme, quitte à ne pas être au rendez-vous de l'échéance électorale qui pousse. Le courage politique n'est pas forcément uniquement de se faire des amis. Peut-être, Jean-Louis Jourdan, à la SNCF, comment vous réagissez par rapport au temps, mais je crois surtout ce que ça induit derrière, c'est la question de l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut améliorer nettement la contribution des usagers au transport? Je voudrais dire deux choses à ce propos. D'abord, la SNCF finalise son plan stratégique qui s'appelle Vision 2020, qui sortira au mois d'octobre, et qui met clairement en avant le bout en bout, c'est-à-dire la question des derniers kilomètres. Pour répondre à M. Cern, effectivement, ça ne sert à rien de gagner 10 minutes sur 800 km si on perd une demi-heure pour avoir un taxi ou pour trouver un transport en commun à l'arrivée à la gare. Donc le sujet, il se joue effectivement au niveau des pôles d'échange. Il y a eu beaucoup d'incantations depuis des dizaines d'années sur le sujet, mais à la fois la complexité institutionnelle et à la fois la multiplicité des opérateurs rend difficile cette articulation. C'est là-dessus qu'il faut porter l'effort aujourd'hui. Sur le point particulier que vous évoquez, qui est la continuité de l'information, y compris en temps réel d'ailleurs, ça pose des problèmes qui sont d'actualité, qui sont ceux des open data, du partage de la ressource, bien évidemment. Mais il est à souligner un point positif, c'est l'article 4 du projet de loi, d'ailleurs, dit acte 3 de la décentralisation, qui prévoit effectivement une organisation finalement de l'information multimodale qui permette finalement de mettre le citoyen au cœur du sujet et pas seulement à la limite la multiplicité des opérateurs. Donc ça ne peut que progresser et c'est un facteur clé effectivement du succès d'usage des transports collectifs demain. Est-ce que, justement, Barbara, je parle représentant de la Chambre des députés, il n'est pas temps de réellement d'aller vers l'open data, de réellement libéraliser tous ces systèmes d'information qui nous permettent de construire de la variété de transport, de l'intermodalité?
Oui, je pense qu'il y a plein de choses en fait qui se regroupent dans votre question. Nous, au niveau du Parlement, on a plusieurs niveaux où on peut jouer. D'abord sur les taux de TVA, parce que les taux de TVA sur les transports en commun, c'est un facteur d'amélioration de ce secteur et en plus un facteur de développement. Donc il y a sur les taux de TVA, il y a des choix politiques sur les infrastructures, on en a parlé, favoriser plutôt les infrastructures donc de proximité plutôt que les grands chantiers titanesques qui n'apportent rien. Et vous me contredirez, mais Monsieur Pépi m'avait dit à une époque que ça coûtait 30 fois plus cher de faire 1 kilomètre de ligne TGV qu'un kilomètre de ligne ferroviaire classique. 30 fois plus cher. On voit bien la différence, là, tout de suite, de sommes qui peuvent être investies dans des contextes limités en termes de budget, ça compte. Et puis, la question aussi très importante, et là, je vous rejoins, c'est le problème de la multiplicité des acteurs et des décideurs. On a, alors, au niveau de l'Île-de-France, c'est un peu spécifique, et tu pourras nous en dire plus, Pierre, peut-être, mais on le voit bien, la multiplicité des responsabilités sur les transports dans les collectivités locales pose des problèmes de coordination qui fait que quelquefois, on a des choses qui se chevauchent ou qui ne se coordonnent pas très bien. Donc on a une vraie demande d'avoir une structure qui chapeauterait tout ça et qui permettrait d'avoir une vision globale, parce que c'est ça aussi la mobilité durable, c'est d'avoir une vision globale d'un territoire et des différents modes de transport qui peuvent être du transport en commun, qui peuvent être de la marche aussi, qui peuvent être du vélo, qui peuvent être et aussi, et j'en terminerai là-dessus parce que je vois le regard. Je vous en prie. Mais sur ne pas oublier que les transports, ce n'est pas simplement les modes de transport, c'est aussi une réflexion sur l'articulation, sur l'espace, c'est-à-dire les liaisons domicile-travail, essayer de rapprocher les liaisons domicile-travail, la densification urbaine. On a le problème de l'étalement urbain qui pose plein de problèmes aussi sur l'artificialisation des sols. Donc on voit qu'on touche à plein de sujets. La mobilité doit prendre en compte tous ces éléments-là et pas seulement des infrastructures pures de transport. Fabien ? Oui, je vais tout à fait dans ce sens-là. En fait, les contacts ou les relations qu'on peut avoir avec les différentes collectivités sur ces sujets-là, qui sont relativement nouveaux, on pose des problèmes d'accès aux données pour essayer de qualifier les problématiques auxquelles elles font face. Juste un mot, entre Bordeaux et Paris, densité urbaine, un rapport de 1 à 5. Donc évidemment, la façon de penser les choses, quand j'évoquais qu'il y avait peu de modèles dominants, de facto, rien que cette donnée-là impose une prise de recul et compréhension. Un point important pour aller dans votre sens, c'est qu'on est passé d'une vision technique, infrastructure, parce qu'on est dans le jeu de modernisation, à quelque chose effectivement qui est plutôt la qualité de vie. Mais le risque aussi de créer des structures, c'est de bureaucratiser ou de techniciser encore. Je pense qu'il y a un enjeu qui est, quand on débarque entre guillemets dans la collectivité, nous en tant qu'experts extérieurs, c'est mais ça participe à quelle politique? C'est-à-dire qu'effectivement, des choix de mobilité durable, c'est pourquoi? C'est pour rendre le territoire plus accessible? Est-ce que c'est pour aider les plus démunis finalement à se déplacer, pour aller chercher un emploi, pour faciliter la garde de leurs enfants, etc. Du coup, ce qui pose des questions de tarification. Ou est-ce que finalement ça participe de l'attractivité du territoire et parce qu'on a des ambitions fortes en termes de développement économique? Donc là, la difficulté ou le point de blocage aujourd'hui pour passer à un autre stade, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit quelque chose non pas de cosmétique ou de marketing, mais que ce soit une réalité du quotidien, c'est quelle politique finalement est mobilisée. Et ça peut être séquentiel, c'est pas une seule. Et ça, c'est pas évident en fait de faire ce passage-là. C'est important cet aspect sur l'accès ou non à la mobilité, parce qu'on part du principe que tous les usagers se déplacent, savent pourquoi ils se déplacent et savent se déplacer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a à la fois des déplacements contraints qu'il faudrait réduire, diminuer, voire supprimer. Et là, on gagnerait du coup face à la saturation des réseaux, face à l'étalement urbain, face à toute une série de choses qui ne sont pas durables pour le coup. Donc c'est beaucoup de ça, de l'aménagement du territoire. Mais à l'autre bout de la chaîne, il y a aussi des gens qui ont besoin de se déplacer, par exemple pour aller travailler, et qui sont dans une impossibilité de se déplacer par méconnaissance des moyens de déplacement ou par pas d'accès à la mobilité, par manque de moyens financiers. Et c'est notre rôle aussi,
L'écomobilité, c'est aussi d'amener des gens à la meilleure mobilité, la plus adaptée à leurs besoins, des gens qui sont face à la complexité du réseau de transport francilien. Il y a des gens qui ne prennent pas les transports en commun, tout bêtement parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Et ça, c'est quand même dramatique. Dans une région de 12 millions d'habitants, on a des centaines de milliers de gens qui sont à l'écart de la mobilité. Ce qui nous ramène à des questions aussi d'information et de parfois d'illettrisme ou de difficulté à comprendre, de pédagogie. Et d'accompagnement et à la mobilité. Qu'on a comme dans le bâtiment où finalement ce sont les plus pauvres qui habitent les bâtiments les moins écologiquement responsables et les plus chers à entretenir. Finalement, c'est aussi les plus pauvres qui sont dans les plus mauvaises conditions de transport et qui sont écologiquement parfois les plus mauvaises. Un dernier mot, Jean-Louis. Puis Je voudrais aussi rebondir sur ce que dit M. Cerne, à savoir qu'il y a quand même dans les représentations de tout un chacun l'idée que l'augmentation infinie de la mobilité est un signe de modernité. C'est peut-être quelque chose à laquelle il faut réfléchir et qu'on ne peut pas demander en permanence au système de transport et donc aux finances publiques de rendre compatibles des lieux de consommation, des lieux d'habitat et des lieux de travail qui sont éloignés dans l'espace. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il me semble aussi important de penser qu'en dehors des métropoles, il y a une partie importante de la population qui vit dans le secteur diffus ou la troisième couronne, etc., qui n'ont par définition pas accès au transport collectif structuré, lourd, et pour lesquels il faut trouver des solutions dans les modes partagés ou dans d'autres façons de concevoir finalement la mobilité avec d'autres modèles économiques probablement. Barbara, pour finir, un rêve pour les années à venir. Non, d'abord de vraiment qu'on réussisse à rentrer dans cette pensée-là, parce que c'est encore un travail à faire. Hein. Politiquement, la mobilité durable n'est pas dans tous les esprits. Et puis penser effectivement que la mobilité durable, c'est tout un éventail de possibilités. On n'écarte pas la voiture. La voiture fait partie de l'éventail de la mobilité durable. Bien sûr, une voiture qui est beaucoup plus économe en énergie. La voiture électrique est un exemple, mais la voiture électrique n'est pas la solution à tout. C'est un des éléments. Et d'une manière générale, la mobilité durable, ça doit faire partie de ce qu'on appelle un développement durable, qui est aussi de rapprocher les modes de production des modes de consommation. Ça veut dire les circuits courts aussi, parce que les marchandises qui viennent de l'autre bout du monde, ça n'est pas de la mobilité durable, ce sont des pollutions, ça a des conséquences économiques et sociales très difficiles. Donc on voit qu'on est dans un très très grand chantier qui est en train de se lancer, et évidemment on y prendra une grande part. Merci. Effectivement, vous avez compris qu'on est dans la transversalité, qu'on est dans le multi-acteur, qu'on a besoin de rendre interopérable tout ça et que ce n'est pas encore une réalité, et que les questions de mobilité sont aussi des questions d'immobilité. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de tiers-lieux parce que c'est aussi diminuer les transports. Et quels transports on préserve, y compris en avion? Certainement pas la quotidienneté, mais effectivement être capable de réinventer complètement les choses et aussi de mesurer. C'est pour ça qu'il y a maintenant une agence de notation extra-financière sur la logistique, ça s'appelait TKBlue, je crois. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font, mais j'aime beaucoup votre conclusion. On est au tout début. Voilà. Bonne journée. Bienvenue encore une fois au CESE.